En fait, je reçois beaucoup de réactions de lecteurs et des centaines en fait. Et il y en a une qui m'a particulièrement touché. Je vais te la lire. Bonjour, c'est arrivé il y a 1 an en fait. Bonjour, voilà une semaine que j'ai terminé Comment tout peut s'effondrer. Que ce livre a mis fin à mes doutes quant à la possibilité d'un avenir normal, ressemblant à notre quotidien actuel. J'ai toujours eu le pressentiment que tout risquait de s'effondrer. Vous avez mis fin à ces questionnements, mais vous en avez soulevé 1 million d'autres. Comment y croire? Je me suis engagé d'ores et déjà envers Alternatiba. On est en train de construire un potager avec nos voisins, on a installé des récupérateurs d'eau de pluie, on limite nos déplacements en voiture depuis des années, on privilégie le local, le bio, je suis végétarienne, je suis dans l'action. Malgré ça, j'ai mal chaque matin en ouvrant les yeux. J'ai mal pour ma fille de 9 mois. Je pense tomber doucement dans la dépression au risque de gâcher les dernières années normales que je peux partager avec elle. J'ai peur pour mes proches qui ne veulent pas y croire. Comment avez-vous fait? Vous parlez d'espoir obligatoire, de active hope, comme dit John Amessi, mais c'est moi, chaque jour, mais moi, c'est chaque jour que le même processus se répète. Tout me revient en pleine face, la colère arrive, puis une profonde peine, et enfin l'envie de croire. Mais comment y croire? Je perds pied, je perds la foi en l'humanité chaque matin. Merci de m'avoir lu. Alors on a échangé un peu, quelques temps, et puis un long silence radio, et en fait il y a 1 an après, donc il y a très peu de temps, elle m'a réécrit. Un jour j'ai lu un livre, il y a presque 1 an de ça. Depuis, regarder la lune ou les étoiles, observer ma fille, sentir le vent sur ma peau n'ont plus le même sens. Depuis, je suis passé par un désespoir infini. Depuis, je vois la vie d'un œil neuf. Je suis lucide. Je suis brisé mais lucide et j'ai envie de me battre. Quelqu'un m'a dit que ça faisait de moi une éco-guerrière. J'ai ouvert ce livre et en quelque sorte, il ne s'est plus jamais refermé. Il vibre dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes. Il est venu me chuchoter que tout ce que je pressentais n'était pas qu'une illusion. Que le monde de demain ne sera certainement pas celui d'hier, ni même celui de ce matin. Grâce à ce livre, je m'engage chaque jour à mon échelle. J'ai créé des liens forts avec mes voisins. Je suis devenue la vice-présidente de mon AMAP. Je suis devenue végétarienne. Je n'achète quasiment plus rien de neuf. Je cultive un potager, je récolte de l'eau de pluie, j'ai passé mon brevet de premier secours. Je fais ce qui me permet, quand même un temps, de fermer les pages dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, pour agir. C'est moi qui chuchote à ma fille que j'essaie, qu'on essaie pour elle de s'éveiller chaque jour, de pardonner, de partager nos idées avec les autres sans culpabiliser. Pas toujours facile. La colère est passée par là, bien sûr. Elle revient, elle frappe sournoisement, me fait même en vouloir à mes parents, à mon sang. Elle laisse parfois, souvent, la place à la tristesse. Et c'est la tristesse d'un deuil, tout simplement. Elle vient vous pincer le cœur si fort, fort à vous faire lui supplier d'arrêter là, tout de suite. C'est un monde de fous qui virevolte, les yeux bandés, les oreilles pleines d'argent, les mains tachées de sang. C'était pourtant si beau, si miraculeux, toute cette vie. On aurait pu écrire une histoire tellement plus belle. Et quand la colère recule, quand la tristesse s'apaise, je me dis que l'histoire s'écrit chaque jour. Je n'ai plus l'espoir d'un monde qui, tant bien que mal, restera celui d'aujourd'hui. Est-ce même seulement à espérer? Quand la peur ne vient pas me prendre à la gorge, je me mets à prier pour ce changement et à l'attendre. Des rires me parviennent du salon et il est temps de coucher ma fille, mon soleil, mon cap. Sans elle, ses actions concrètes, sans l'amour de son père, sans l'art, aurais-je trouvé la force de me battre? Je voulais, Pablo, vous adresser ces quelques mots, presque 1 an après la lecture de votre livre. Ouais, c'est quand même touchant. Il y a vraiment eu tout un processus de deuil, quoi. On a vu, je l'ai vu évoluer et je l'ai jamais rencontré en vrai. J'aimerais bien la rencontrer.
On a eu beaucoup de réactions de gratitude, un peu de colère et très peu de désespoir. En fait, deux. Et ça, c'est l'une des deux. Et elle a vraiment mis du temps à s'en remettre. Et aujourd'hui, elle va de l'avant. Et c'est vraiment ce sentiment-là. Comment on fait pour vivre avec cette idée d'effondrement, avec ces réalités, avec ces faits, avec cet imaginaire, avec ces émotions. Elle vraiment, on voit qu'elle ne met pas ses émotions sous le tapis, elle les accueille. Et comment on fait pour vivre avec tout ça? C'est ça l'idée de la suite de nos travaux. On n'est pas du tout dans la survie, on voit bien, elle dit, on a eu beaucoup aussi de témoignages là-dessus, c'est que tout ce qui est survie, tout ce qui est manger, boire, se loger, ok, le côté survivaliste, ça va un temps, mais après il faut plus, on a besoin de plus, nous les êtres humains. On a besoin de vivre, quoi, d'avoir de l'espoir, d'avoir des relations humaines. Et on a vu qu'elle a fait tout ce parcours, et c'est très beau, et qu'elle est encore en chemin. Et donc l'idée de vivre l'effondrement et pas seulement survivre. Et en fait, c'est les deux réactions de désespoir, c'était deux femmes, soit qui étaient enceintes, soit qui avaient des jeunes bébés. Des réactions que j'ai jamais observées chez les personnes âgées, donc les vieux écologistes qui ont vécu depuis 40 ans tous ces combats. Et là, j'y ai vu plus certaine lassitude, voire un certain cynisme, voilà, et beaucoup moins d'émotion en fait. Et elle est vraiment dans l'émotion, elle n'est pas dans le cynisme, elle est vraiment dans l'espoir, la recherche d'espoir, on voit que ça travaille en elle, quoi. Et en fait, ça me touche beaucoup parce que ça fait écho à ce qu'on a vécu avec Raphaël, avec Gauthier, ce que j'ai vécu. Il y a vraiment un combat intérieur avec nos propres ombres. Et je dis souvent, en fait, l'effondrement, c'est un miroir. Le thème de l'effondrement, c'est un miroir de nos propres ombres, de ce qu'on ne veut pas voir en nous. Ah, c'est la mort, c'est la fin de, je sais pas, chacun voit en fait dans le thème de l'effondrement ce qu'il ne veut pas voir en lui. Et du coup, c'est très désagréable. Et ça peut expliquer, c'est une hypothèse, hein, pourquoi les gens ne veulent pas lire le livre. Il y en a qui disent « Ah, comment tout peut s'effondrer, je ne veux pas voir ». Surtout pas, on ne veut pas voir la mort, on ne veut pas voir les sentiments négatifs. Mais il y en a qui lisent et ils voient, et qu'est-ce qui sort? La colère. Il y en a d'autres qui lisent, ça va être de la tristesse. D'autres qui lisent, ça va être de l'enthousiasme, parce qu'ils attendaient ça. Enfin, ça s'effondre, etc. D'autres, ça va être l'angoisse. Voilà. Et donc, ça fait écho de manière très différente à des personnes, à des zones d'ombre qui sont vraiment différentes chez chacun d'entre nous. Et je pense que une des caractéristiques, disons, un point commun entre tous les lecteurs, ceux qui plongent dans leurs ombres, c'est vraiment le courage. Et c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les discussions qu'on a avec les lecteurs ou même entre nous. C'est que le courage, c'est un des grands facteurs de résilience et c'est vraiment quelque chose qu'il faut creuser. Comment se redonner du courage, comment avoir le courage de regarder ses ombres, de plonger dans ses sentiments, dans ses émotions, d'aller voir de l'avant et de garder les yeux ouverts face aux catastrophes. Même si c'est pas agréable, on est obligé d'y aller ensemble et de regarder droit dans les yeux. Voilà, c'est très touchant. Pour lire les chiffres, il faut du courage. Et puis après, pour rester dedans, pour garder les yeux ouverts, pour intégrer ça, pour voir nos ombres, pour avoir le courage d'accueillir nos émotions, de les mettre en face de nous, de courage d'aller voir les autres. Hein. Elle dit, elle a refait du lien avec ses voisins, c'est fort. Donc, et en fait, on voit bien, ça c'est des boucles de rétroaction, ça veut dire, ça fait un effet boule de neige. Plus on va voir les voisins, plus on a envie d'aller en voir, plus on a du courage, plus on est solide, plus on peut partager. Et le fait de partager, de s'écouter, ça redonne encore du courage, ça redonne envie
d'aller voir les autres. Et donc il y a une sorte de spirale positive, je dis bien, un cercle vertueux qui arrive comment? Comment on le déclenche? En allant dans les ombres. Et c'est ce paradoxe qu'on veut vraiment mettre en lumière. C'est parce qu'on plonge dans nos ombres, dans les sentiments, les émotions qu'on dit négatives dans notre société, hein, la peur, la tristesse, la colère, tout ça c'est mal vu. Mais c'est en plongeant là-dedans qu'on peut arriver à déclencher quelque chose d'une spirale très positive. Et finalement, là on se heurte frontalement à une pensée de l'écologie aujourd'hui qui veut qu'il faut... Non, non, t'arrêtes avec tes trucs négatifs là, tes catastrophes, on ne veut plus en entendre parler. Nous, on veut que du positif. Tu nous parles que du positif parce que sinon ça ne va plus, on va démobiliser. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Ça peut être vrai dans certains cas, mais nous, notre expérience, c'est que c'est en regardant en face les catastrophes, en disant la vérité, en plongeant dans les ombres, en allant toucher la part la plus sombre, le désespoir, le fond du fond en chacun de nous, c'est que là qu'on peut rebondir vraiment et vraiment enclencher une spirale positive. Quelque chose de vrai, d'ancré, de puissant et de reconnexion en fait avec soi-même. Et c'est ce paradoxe qu'il faut arriver à, pas seulement expliquer, mais à faire partager. Qu'est-ce qui fait la différence entre ton approche et celle d'un catastrophiste? Mais moi je suis catastrophiste, dans le sens où je reconnais, j'admets, je décris les catastrophes. Après, ça c'est objectivement. Après c'est la posture qui change. Donc on peut se dire, j'ai déjà vu hein, des gens qui faisaient un exposé, ils balancent les chiffres et voilà, démerdez-vous avec ça. Ou alors on peut dire, ok, bah moi ça m'a fait ça. Rien que de s'ouvrir, ça aussi, ça ouvre la personne en face. Rien que dire j'ai ressenti ça, on sort des chiffres, et là il y a vraiment une connexion qui se crée. En fait, on remarque souvent que quand on reste dans la tête, quand on est dans les chiffres, la raison, les débats, les idées, les idéologies, tout ça, ça sépare les gens. Ah, tu penses ça, ben moi je pense ça. Ouais, mais non, ça sépare. Et quand on est dans les émotions, ça rassemble. Ah, mais moi j'ai ressenti ça. Ah, toi t'es triste, alors on ressent de l'empathie. T'es joyeux, on a plus facilement de la connexion. Je trouve que les émotions rassemblent et la raison sépare. Pourtant, il faut les deux. Il faut arriver quand même à comprendre tout ça. Donc voilà, on tâtonne, on est vraiment... c'est pour ça que je dis c'est de la recherche. On découvre des choses, on expérimente, on reçoit des échos, et puis on voit que ça déclenche des chemins, ça déclenche des réactions, et que ça provoque de la joie. Moi, ça fait quand même avec Raphaël, ça fait 4 ans qu'on est là-dessus, et on a encore de la joie, de l'enthousiasme. On n'a pas juste abandonné parce que c'est horrible. Oh, j'en ai marre d'être collapsologue, je fais un autre boulot, quoi. On est toujours là-dedans, passionné. Ça donne de la force. Et c'est aussi ça qu'on veut essayer d'isoler, quoi, de mettre en lumière, d'expliquer. Qu'est-ce qui donne de la force? Pourquoi on continue à faire ça? Et comment vous pouvez le faire aussi? Comment c'est possible de le faire? Voilà, l'idée c'est vraiment pas de faire peur, c'est pas d'écrire des livres qui bloquent, qui font peur, qui donnent envie de se méfier des autres. Et pourtant, les constats qu'on fait sont les mêmes que les gens qui écrivent des livres qui font peur. Donc c'est vraiment un travail d'équilibriste. En conférence c'est pareil, on peut faire 1 heure de conférence catastrophiste et à la fin, voir les gens ressortir totalement démontés, blancs, livides, ou alors on peut les voir au bout d'1 heure, alors qu'on a dit les mêmes chiffres, mais suivant une autre posture, on peut les voir enthousiastes, reconnectés dans la gratitude, avec le sourire, avec des larmes qui font du bien, etc. Donc je pense que la posture est vraiment importante pour les catastrophistes, pour les gens lucides en fait. Vous mettez du cœur à l'ouvrage. On est obligé. Avant, je faisais des discours, des conférences très froides, plus objectives possibles et plus scientifiques. C'est très très dur. C'est dur parce qu'on doit être dans... Enfin, moi, je me sentais dans la retenue, être le plus objectif. Et les gens, en fait, ils reçoivent en pleine face ces chiffres et on ne prend pas du tout soin de la personne en face. C'est très violent. On ne sait pas qui est en face, quelles sont leurs blessures, leurs sensibilités, et on balance tout ça. Et donc... Enfin, je pense que ça, pour le coup, ça referme.
Mais le problème, c'est que dans les milieux activistes, dans les milieux politiques, dans les milieux militants, dans les milieux scientifiques, on n'a pas du tout de culture de ça, quoi. On n'a pas du tout l'habitude de prendre en compte les émotions, de prendre en compte l'imaginaire, de prendre soin des gens, de vraiment arriver avec une posture bienveillante, quelles que soient les nouvelles, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu nouveau tout ça. Et ce qui est chouette, c'est vraiment enthousiasmant de voir qu'il y a du répondant, le public aime beaucoup. Et on fait des conférences dans les milieux politiques, activistes ou scientifiques. Et waouh, ça marque. Ça marque. Voir un scientifique, un climatologue qui pleure à chaudes larmes comme ça, c'est bouleversant. Et c'est ça le message clé. C'est beaucoup plus important de voir un grand climatologue qui pleure que de l'écouter sur les interviews, dans des interviews sur des chiffres de 2 degrés, 2 degrés et demi. Ça va, on peut le lire. Mais de voir qu'il pleure. Et il pleure pourquoi? Parce que, enfin, je l'ai vu de mes yeux, parce qu'il ne sait pas quoi dire à ses étudiants. Ça, c'est beaucoup plus fort que tout. Et en fait, les scientifiques n'aiment pas du tout, c'est la culture qui veut ça, hein, la culture scientifique. On n'aime pas du tout montrer ses émotions, parce que ça ne fait pas objectif, évidemment. Un scientifique qui est là, pris dans ses émotions, il perd de la crédibilité, il perd de l'objectivité, alors qu'au contraire, pour moi, il en gagne. Il est vraiment humain, il est vraiment touchant, et il a beaucoup plus d'impact que juste un rapport de chiffres. Encore du chemin à faire, quoi. Mais c'est notre culture, on doit faire avec et on avance petit à petit. Merci. Ce bouquin m'a convaincu, j'allais dire convaincu, j'hésite encore un peu sur le mot. En tout cas, m'a très fortement incité à croire qu'on est devant une catastrophe imminente. On est devant une catastrophe imminente. Et que tout peut s'effondrer, c'est écrit dessus. Que tout peut s'effondrer. Et là, on ne vit pas de la même façon quand on a cette conscience. Je pourrais en parler tellement plus, mais alors, tellement plus. Parce que tout ce que je dis là, c'est ce qui trotte dans ma tête en permanence en fait. Et il y a des moments où ça prend une trop grosse importance. Je m'étais mis à tout intellectualiser en fait, à un moment vraiment en permanence, j'y pensais tout le temps. Et j'étais devenu très lisse. C'est-à-dire que j'avais eu tellement besoin en fait d'intellectualiser, de comprendre, mais aussi de ne pas souffrir de la tristesse que ça impliquait ou plutôt du choc que ça impliquait. Et je me suis rendu compte un jour, en parlant avec un ami, que j'avais perdu tout ce qui était important en fait. C'est-à-dire que je m'empêchais un peu de ressentir, je m'empêchais de vivre comme c'est naturel de vivre en tant qu'humain et c'était triste. En fait, à un moment donné, je pensais tellement à l'effondrement que je n'en dormais plus. Toutes les nuits, sans exception, je faisais des cauchemars. Et à chaque fois, c'était des scénarios qui relevaient de la pure horreur hollywoodienne. Et je me suis rendu compte que j'allais mal, que j'allais même de plus en plus mal. Et quand j'ai cherché à trouver du réconfort auprès de mes proches, ça a été très compliqué parce qu'en fait, certaines personnes m'ont dit, tu vois, depuis que tu as lu ce livre, tu vas vraiment pas bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop se renseigner. Tu sais, il y a un stade où tu peux pas porter le monde entier sur tes épaules. Il vaut mieux juste ne pas te renseigner. Or, c'est justement ce que je supporte pas ce genre de propos-là. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que je pouvais pas supporter d'entendre ça. Mais alors, du coup, je me suis retrouvée à argumenter. Et là, mes proches ont pu voir à quel point j'allais mal, à quel point parfois j'allais mal. Et en fait, à un moment donné, en moins d'une semaine, je me suis brouillée avec mon compagnon, je me suis brouillée avec mon beau-père, avec 2 amis et avec certains proches de ma famille. Et là, je me suis dit, bon, on va faire une pause. Je vais arrêter d'en parler, je vais arrêter de me renseigner. Et pendant 6 mois,
je vais complètement oublier cet effondrement. Et en fait, c'est vrai que ça m'a fait du bien.